Mesdames, Messieurs, chers amis, bienvenue au CCLJ pour la 14e édition de la remise du titre de Mensch de l'année. Cette année, nous avons décidé d'attribuer à 4 personnes, Jan Sperling, Jacques Bloch, Guy et Marc Wolf. 4 personnes, 2 communautés juives, Gand et Liège. Cette cérémonie est donc placée sous le signe de la diversité de la vie juive en Belgique, et elle nous rappelle à nous tous aussi combien nous sommes unis et combien nous sommes semblables dans cette diversité. Nous avons parmi nous de nombreuses personnes qui viennent de Liège et de Gand, qui ont fait le déplacement pour honorer nos 4 Mensch. Permettez-moi tout d'abord d'adresser quelques mots en néerlandais à nos amis et nos autres Gantois. Dames en heren, mevrouw Temmerman, SPA-kamer fractieleder, meneer Beker, burgemeester van Gent, meneer Kuljaschko, voorzitter van de Joodse gemeenschap van Gent. Wij wensen jullie van harte welkom hier in het Centre Communautaire Leek Juif. Het doet ons bijzonder plezier dat jullie ons meer komen vertellen over Jacques Bloch, Jan Sperling en vooral de Joodse gemeenschap van Gent. Dit laat ons toe een extra inzicht te krijgen in de Joodse gemeenschap van Gent, onder andere dankzij jullie persoonlijke ervaring met Jacques Bloch en Jan Sperling. Jullie aanwezigheid hier vandaag is voor ons echt belangrijk, want ze getuigt van de openheid van de geest van de Gentse Joodse gemeenschap en haar goede banden met het bestuur van de stad Gent. Alors, pour nos amis liégeois, bien que j'ai de solides origines liégeoises, je vous épargnerai quelques mots en wallon. Vas-y! Non. Vous comprenez très bien le français. Et avant de céder la parole aux différentes personnes qui nous aideront à mieux cerner la personnalité des 4 Mensch, Henri Goutman, président du Centre Communautaire Juif David Suskind, va vous adresser quelques mots. Mesdames, Messieurs, chers amis, dames en heren, beste vrienden, Habemus Mensch. Avouez que s'il y avait une année où je pouvais la placer, c'était bien maintenant. Et ils sont bien d'ici, de chez nous. Habemus Mensch est cette année-ci 15e édition du Mensch, 15e depuis 1998. Regardez au dos de vos petits programmes et comptez, vous allez voir, j'ai raison contre Nicolas. Il y a 14 photos derrière, la photo de cette année-ci n'y est pas, donc nous sommes la 15e. Et pour cette 15e édition, nous n'avons pas un Mensch, mais nous en avons 4. Et même si Nicolas les a cités, c'est avec un plaisir en bouche que je vais répéter leur nom parce qu'ils le méritent. Jan Sperling, Jacques Bloch, Marc Wolf, Guy Wolf. Oui, j'ai interverti, parce que je trouve que le droit d'aînesse existe quand même. Mais il a fait ce que tu as poursuivi. S'il n'avait pas été là, on se comprend quoi. Et vous aurez remarqué que la composition de ce groupe de 4 personnes est assez éclectique. C'est bien pondéré. Nous avons une femme, nous avons un barbu, nous avons 2 chauves. Vous voyez tout de suite quels sont les critères de sélection. Nous avons surtout 4 formidables militants juifs, laïcs, humanistes, et ça nous plaît beaucoup, mais ce n'est pas une condition nécessaire. Et pour continuer sur la comparaison, je dois vous dire que cette année-ci, la fumée blanche est arrivée très très tôt. Parce que vous savez, le processus de sélection du Mensch est quelque chose de très sérieux, qui nous fait plaisir, parce que ça nous permet à chaque fois, chaque année, oui, chaque année, vous savez, on a entre 20, 30, parfois plus de candidats, tout le monde nous écrit. La moitié au moins des gens qui nous sont proposés méritent réellement d'être Mensch. Mais alors à chaque fois, ça nous oblige à nous de redéfinir nos critères. Et c'est un exercice terriblement difficile. Il faut avoir beaucoup d'humilité pour peser les pour et les contre.
Les avocats de chacun des candidats sont nombreux et on ne mesure pas seulement leur activité, le résultat dans la vie juive, c'est écrit dans la définition même de notre mensch, la qualité humaine, la qualité morale, la manière dont ils agissent, dont ils se comportent avec leurs proches, pas seulement leur construction politique, est absolument importante. Et donc, cette année-ci, ça a été très rapide. Très rapidement, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas encore donné le prix à des Liégeois ou à des Gantois. Et on ne l'a pas fait pour ça. On l'a fait parce qu'on s'est rendu compte que construire une vie juive, CCJ est bien placé pour le savoir, c'est pas une chose facile. Ça demande un extraordinaire militantisme. Et quand les communautés sont plus petites, c'est beaucoup plus difficile. Parce que Bruxelles n'est même pas une grande ville, 15, 20 000 par rapport à des villes françaises, vous avez 100, 200, 300 000 juifs, comme Paris. Mais dans une grande ville, s'il n'y a pas quelqu'un qui fait le boulot, il y aura quelqu'un d'autre à côté. Le monde juif est plein de militants. Quand une ville, une communauté est plus petite, eh bien, si quelqu'un ne fait pas le boulot, si quelqu'un ne prend pas la responsabilité, n'a pas le courage, la volonté, l'abnégation, eh bien, il peut se passer très peu de choses. Et ces communautés, que vous connaissez bien, sont en train de diminuer. Il y a un exode vers Bruxelles, vers Israël. Et donc que cette vie juive intense, réelle, soit maintenue, c'est un exploit, il fallait le reconnaître. C'est comme en matière économique, il faut un minimum, il faut un seuil au-delà duquel ou en deçà duquel ça devient dangereux, et malgré ça, vous y êtes arrivé. Et voilà pourquoi on a voulu honorer les 4 personnes qui ont été citées. Je les connais personnellement. J'ai fait un bout de chemin politique, combattant, militant avec chacun d'eux. Et il y a des petites histoires qu'on peut se raconter. Je peux vous dire qu'à chaque fois j'ai eu plaisir. Dans la communauté, vous avez beaucoup de choses, beaucoup de gens qui sont engagés. Mais quand je les ai vus tous à l'œuvre, ce sont des amis, ou presque des amis, et c'est à chaque fois un bonheur de les retrouver quelque part et de savoir que quand on va faire quelque chose avec eux, ce sont des gens fiables, engagés, ça va marcher. Vous avez tous contribué au grand combat, les Juifs d'Urs, le Carmel d'Auschwitz, les Juifs dans le monde, le combat contre l'antisémitisme, le soutien à Israël. Et dans vos villes, petites communautés, la petite flamme au fond du temple, qui ne devait brûler qu'un seul jour, peut-être, à Gand et à Liège, elle brûle toujours, elle éclaire, vous en êtes fiers, vous avez le droit. Eliane, Jacques, Guy, Marc, bravo pour votre énergie, votre enthousiasme, votre dévouement, votre temps, votre intelligence, il ne faut pas être humble, et pourquoi pas aussi, je le sais, votre argent. Le CCLJ David Suskind est fier de pouvoir mettre votre nom et votre visage sur le mur des Mensch. Vous nous honorez. Et si ce n'était pas vous, ce serait qui aurait fait le boulot? Et ne pas vous honorer maintenant, alors quand? Alors encore, les amis, bravo et merci. Henri Goodman a pu le préciser d'emblée. Ces 2 communautés ont joué un rôle important dans le développement du judaïsme en Belgique, dans tous ces combats. C'est la raison pour laquelle je vais appeler le président du CCOJB, du comité de coordination des organisations juives de Belgique, le professeur Maurice Sosnowski, à nous dire quelques mots. Merci Nicolas, merci Henri. Merci aussi de me donner la parole rapidement parce que comme vous voyez ma tenue, malgré que je veux honorer No Mensch et le CCLJ, eh bien, est plutôt dû au mariage auquel je dois aller dans une demi-heure ou plus tard. Donc je serai bref. Merci Maurice. Merci. Mais donc je ne pouvais pas rater cette occasion parce que je suis particulièrement fier, effectivement, en tant que président CCOJB, du choix fait par le CCLJ d'honorer Eliane, Jacques et, comme tu dis, Marc et Guy.
Tu as raison, c'est Marc et Guy, on avait tous mis Guy et Marc, mais c'est Marc et Guy, on est bien d'accord. Parce que ces 4 mensch viennent de 2 communautés juives semblables, séparées certes par la frontière linguistique, mais unies dans cette volonté d'entretenir la flamme juive dont tu as parlé. 2 communautés ouvertes sur le monde et particulièrement actives dans la vie de leurs cités respectives. Nos 4 mensch ont en commun d'avoir toujours veillé à inscrire leur action communautaire dans une perspective humaniste. Jamais ils n'ont choisi la voie de l'enfermement ou de repli sur l'autre. L'autre est toujours accueilli avec chaleur. Cette perspective humaniste a inspiré les Juifs de Bruxelles et de Belgique. C'est celle du CCOJB, la mienne et, je l'espère, celle de mes successeurs. Mais il y a plus. On l'oublie souvent, les communautés juives de Gand et de Liège sont représentées au CCOJB depuis sa création, c'est-à-dire en 1971. Et les mensch qu'on honore ce soir ont tous, comme tu l'as dit, participé au combat mené par le CCOJB, tant en matière de lutte contre l'antisémitisme, de soutien à Israël, de solidarité avec la communauté juive en péril, et je pense particulièrement à la libération des Juifs du RSS, de transmission de la mémoire de la Shoah. Les 2 villes ont leur monument aux victimes de la Shoah. La communauté juive, les communautés juives de Gand et de Liège se sont toujours distinguées par l'action. Action souvent discrète, mais très efficace. Pour ce faire, nos 4 mensch, tous issus du milieu laïque, n'ont jamais compté leur temps, ni l'énergie, ni même les ressources financières. Ils ont donné et encore donné, sans jamais solliciter quelque chose en retour, si ce n'est l'épanouissement de la culture juive et de la vie communautaire juive en Belgique. D'autres que moi développeront l'implication personnelle de nos 4 mensch. Mais je dois quand même vous dire que Eliane, par son cours d'hébreu, a bâti les fondements de la vie communautaire gantoise. Membre du CA, du CCOJB, elle n'hésite jamais à se déplacer, contrairement à certains Bruxellois, pour faire entendre la voix juive gantoise, en dehors de la femme féministe, mais ça c'est à l'extérieur. Que Jacques, que je connais probablement le moins, mais avec qui j'ai senti au travers de son CV le plus de choses en commun, parce que un jour de juin 67, il s'est réveillé, ou il s'est senti juif, comme moi, un jour de février 2010, on m'a demandé d'être président du CCOJB, et donc nous avons, tous les 2, en commun le fait d'avoir été pris par nos activités professionnelles avant de comprendre que être juif était important. Et donc, Jacques, ensuite a été embrigadé par SUS, notamment dans le combat pour les Juifs de Russie. Quant aux 2 frères Wolf, rien que de les rencontrer est un plaisir et vous fait gagner une journée. Toujours souriant, toujours disponible, toujours à l'écoute. C'est un plaisir que de les fréquenter. Et surtout, ils sont d'une fidélité sans faille. Alors, j'ai la chance d'avoir Guy dans mon comité directeur depuis 3 ans. Nous avons des avis juridiques qui sont d'une clarté incroyable, ses jugements d'une grande finesse. Il est écouté, apprécié de tous. Tous les membres du CD l'adorent. C'est le prochain président. Il n'y a pas de... Alors, l'exemple de ces 4 mensch nous montre qu'il ne faut pas être nombreux pour entreprendre. Ils ont su mobiliser les bonnes volontés autour d'eux pour qu'une vie communautaire bien vivante soit maintenue dans leurs villes respectives. Ils sont l'illustration
du principe juif de l'action. Agis d'abord et ensuite à Tchouva. Un dernier mot sur les Mensch. Il se fait qu'il y a environ 1 an et demi, pour ceux qui le connaissent, Christian Laporte, le journaliste de la Libre Belgique, avait écrit 2 excellents articles dans la Libre Belgique relatant la mémoire, parlant de la Shoah et notamment du problème du CG. Ces 2 articles m'avaient impressionné, donc je lui ai écrit un petit mail en lui disant voilà, je ne vous connais pas, mais j'ai fait au nom du CCEJB et à mon nom personnel, je tiens à vous remercier pour vos articles. Et il m'a répondu immédiatement, très simplement, en me disant, vous savez, il ne faut pas être juif pour être un mensch. J'ai été surpris, j'ai apprécié, mais je pense qu'il n'a pas saisi toute l'ampleur du travail de nos 4 mensch d'aujourd'hui. Merci à vous pour la parole. Je vais céder maintenant la parole au directeur de la Maison des Jeunes du CCLJ. Ce n'est pas à ce titre qu'il va s'adresser à nous. C'est un ami d'enfance des 2 mensch de Liège, de Marc Moshe. Alors, on va dissiper les malentendus. Pour certains, c'est Marc, pour d'autres, c'est Moshe. Alors, vous le savez, c'est Marc, Moshe, c'est la même chose. C'est le nom du mouvement de jeunesse. Et d'ailleurs, mouvement de jeunesse à Shomer HaTzaïr, qu'ils ont fréquenté avec Micha Weinblum. J'allais dire en préambule, en effet, que pour moi et pour d'autres qui sont ici dans la salle, Marc, c'est Moshe. Alors, il y avait en France les célèbres amis de 30 ans. Moshe et moi sommes des amis juste un peu moins célèbres de 60 ans. En fait, nos destins étaient déjà liés bien avant notre naissance. Ton grand-père paternel et ma grand-mère maternelle venaient du même shtetl en Pologne, Zdunska Wola. Ton père et mon père ont sauté du même convoi, le convoi 16 qui les amenait à Auschwitz. Ce train les avait d'abord ramenés de Dankamier, camp de travail allemand du Nord-Pas-de-Calais, à Mali. Dans ce camp, ils avaient déjà vécu l'enfer. Enfin, après la guerre, nos parents sont devenus des amis. Pendant ces 60 années d'amitié, nous avons tout partagé, enfin presque tout. Vous pouvez donc vous imaginer que je pourrais vous parler de Moshe pendant des heures, mais ne vous inquiétez pas, je ne serai pas trop long. Nous avons été pendant 13 ans dans la même Foutsa de la Shomer HaTzaïr, le Gdoud Karmia. Nous avons fréquenté les mêmes écoles, ou si nous n'étions pas dans la même classe, nous nous retrouvions à chaque récréation avec nos amis de la Shomer HaTzaïr. Fin des années 60, nous participions ensemble aux manifestations contre la guerre du Vietnam. Nous arborions une banderole où il était inscrit « à Shomer HaTzaïr, mouvement de jeunesse sioniste, marxiste-léniniste », si ma mémoire est bonne. Cette banderole, les trotskistes voulaient nous empêcher de la brandir et voulaient carrément nous exclure du cortège. Et oui, déjà à l'époque, nous nous retrouvions face à une gauche anti-sioniste. Ensemble, nous nous sommes éclipsés d'une bar mitzvah en smoking, le temps d'aller manifester devant le cinéma Palace qui projetait le film Les Bérets Verts, film avec John Wayne à la gloire de l'armée américaine au Vietnam. À la même époque, et ça a été mentionné, SUS et le CCLJ avaient lancé la campagne Let My People Go pour qu'on laisse émigrer les Juifs du RSS. Tu as participé à une des manifestations en leur faveur en allant t'enchaîner aux grilles de l'ambassade du RSS. Je ne sais pas pour quelle raison, ce jour-là, je n'étais pas là. Tu étais avec d'autres Haverim de la Shomer, et après avoir été embarqué par la police, tu t'es retrouvé au cachot avec notamment Henri Gutmann, le président actuel du CCLJ. En 1972, avec Myriam, nous avons pris le bateau, le Theodor Herzl, pour faire notre alia au kibbutz Revadim, où pendant un certain temps, nous avons partagé la même chambre. Nous étions partis construire le socialisme en Israël. Nous sommes sans doute nés un peu trop tard, parce que dans les années 70, le socialisme y était plutôt en déconstruction qu'en construction.
Nous avons partagé la même chambre dans une cabane à l'Ulpan du kibbutz Mahabarot, la même tente lors de notre service militaire au Nachal, unité des kibbutzim. Ce service militaire, nous l'avons entamé peu avant la guerre de Kippour. Ici une petite anecdote. Je nous revois rampant dans les ronces lors d'un exercice de nuit, un brin sadique, et toi, tout en rampant à mes côtés, tu marmonnais en français, en parlant du sergent qui faisait l'exercice. Je vais le tuer, ce salaud. Je vous rassure tout de suite, il n'en a rien fait. Après la guerre de Kippour, nous sommes devenus tankistes dans la même unité pour combler l'hécatombe qu'ont connu les tankistes pendant cette guerre de Kippour. Dès la création de Shalom Arshav, nous avons participé à de nombreuses manifestations en faveur de la paix, Kikar Malké Israël, qui après le dramatique assassinat d'Yitzhak Rabin allait être rebaptisé Kikar Rabin. Peu de temps après ton retour d'Israël, tu es devenu président du foyer israélite de Liège. Et pendant 13 ans, j'ai été ton trésorier. Ensemble, à l'initiative de Thierry Rosenblum, nous avons créé l'ASBL Mémoire de Dan Camille. ASBL qui a soutenu le travail de recherche de Thierry, recherche qui a commencé sur le chapitre peu connu de la déportation de Juifs de Belgique et plus particulièrement de Liège dans des camps de travail dans le nord de la France, pour l'organisation Todt qui construisait le mur de l'Atlantique. Ces prisonniers étaient maltraités et utilisés comme esclaves. Ensuite, Thierry s'est attaché à retracer le parcours de tous les Juifs de Liège déportés dans les camps d'extermination et aussi le processus mis en place par les Allemands pour isoler et ensuite déporter les Juifs. Travail de mémoire et de transmission indispensable qui a débouché sur l'édition d'un livre et plus tard sur l'expo Liège Cité docile et la construction du mémorial de la déportation des Juifs de Liège. Toutes ces actions, et je suis loin d'être exhaustif, je les ai faites avec un mensch, et je ne le savais pas. En fait, si, je m'en doutais un peu. Et si je vous raconte tout cela, c'est pour vous montrer que dès son plus jeune âge, et jusqu'à aujourd'hui, Moshe a été un homme engagé pour Israël, pour la paix, pour sa communauté. Mais d'où vient cet engagement? Moshe serait bien entendu mieux à même que moi de répondre à cette question, mais j'ai quand même ma petite idée. Je y vois 3 raisons principales que je vous livre sans donner leur d'ordre d'importance. Tes parents. Tes parents étaient eux-mêmes déjà engagés dans la communauté juive de Liège. Ta mère a été pendant des années présidente de la Vitso. Ton père, lui, présidait le Keren Hayesod, qu'on appelait à l'époque la Magbit, et il a été aussi actif dans les comités du foyer. Tes parents t'ont sans doute donc transmis ce virus. Pour beaucoup de Juifs de la génération née peu après la guerre, la Shoah est un élément identitaire important. La Shoah et plus particulièrement ton histoire familiale ont sans doute été déterminants. Tu l'as souvent dit, tu as le sentiment d'être un miraculé, ou en tout cas le fruit d'un miracle. Ce sentiment a généré chez toi le devoir de transmettre cette histoire aux générations futures. Voici ce que tu as écrit il y a une dizaine d'années sur le site internet de la SBL, Mémoire de Dan Camille. Cette recherche, je la dédie à mes enfants, Esther et Dany, parce qu'ils ont aujourd'hui l'âge qu'avaient mon père et mon oncle quand ils ont sauté du train, qui les emmenait à la mort, pour que l'histoire ait enfin un visage, qu'elle soit leur histoire, qu'elle devienne pour eux mémoire, et qu'ils te la transmettent à leur tour. Enfin, ton parcours à la Shomer Hatzaïr a sans aucun doute été aussi déterminant dans cet engagement. La Shomer nous a donné le goût du militantisme, de l'engagement, de la réalisation de nos idéaux. Engagement sioniste, engagement pour un monde plus juste, engagement pour la paix au Proche-Orient. Guy, tu as été longtemps pour moi le petit frère, le pleurnichard. Ici quand même un petit mot de wallon, le chulo, comme on dit à Liège. Aujourd'hui, tu es évidemment bien plus que ça. Depuis plus de 10 ans, tu as brillamment pris le relais de ton frère au foyer israélite de Liège. Tu l'as débaptisé et tu l'as transformé en foyer culturel juif de Liège. Il est vrai que le mot israélite était devenu désuet, mais tu as gardé le mot foyer. Et grâce à ton travail, c'est ce qu'il est resté, un foyer pour les Juifs de Liège.
un foyer où ils aiment à se retrouver comme une seconde maison. Ce foyer, même si ça n'a jamais été un cercle fermé, tu l'as ouvert au monde extérieur. Tu y as organisé des activités en collaboration avec les territoires de la mémoire. Tu as invité des Tutsis à la commémoration de Yom HaShoah, participé aux commémorations du génocide des Tutsis. Tu as organisé la représentation de la pièce à portée de crachat, interprétée par Sam Touzani, en collaboration avec le Centre culturel arabe et la ville de Liège. Cela même si ça n'a pas été facile et qu'en fait c'est toi qui as fait à peu près tout le boulot. C'est tout juste si tu ne tenais pas le vestiaire. Tu as développé la communication et la collaboration avec le monde politique liégeois et même au-delà de Liège. Tu leur as mieux fait connaître notre communauté et ses préoccupations. Tu t'es battu pour qu'on honore la mémoire de l'avocat Vandenberg, chef d'un réseau de résistants catholiques qui a sauvé de nombreux juifs liégeois et qui est mort en déportation. La ville de Liège lui a érigé une stèle et a donné son nom à un passage. Tu es aussi la cheville ouvrière du Jewish Post, la revue du foyer. Sans ton aide efficace, il n'est pas sûr que l'exposition Liège-Cité docile aurait pu avoir lieu, ni qu'elle aurait été honorée de la présence de tant de ministres et personnalités. Tu t'es démené auprès des pouvoirs publics de Liège et des territoires de la mémoire pour éliminer les derniers obstacles qui se présentaient. Cette exposition et le mémorial de la déportation de Juifs de Liège ont été présentés au Grand Cursus à Liège et ont connu un grand succès. Et dans ce souci de transmission aux jeunes générations qui est le vôtre, nous pouvons avoir la satisfaction qu'elle a été vue par de nombreux groupes scolaires. Je me dois ici de rendre hommage au travail de Thierry Rosenblum et à l'aide immense apportée par Dina et Maurice Cohn. Cette exposition et le mémorial devraient aboutir de manière définitive au musée Mnema Cité Miroir, quand sa construction sera achevée. Tu continues à te préoccuper de son déménagement temporaire avant de t'assurer, j'en suis sûr, de son installation définitive au Mnema. Si vous êtes tous les deux des mensch, c'est selon moi, comme je l'ai mentionné, parce que vous êtes des hommes engagés. Engagés pour votre communauté, pour Israël, pour un Israël qui vivrait enfin dans la paix avec ses voisins, engagés dans la cité. De cet engagement, vous n'attendez aucune reconnaissance, aucune récompense. Vous êtes tous deux imprégnés du sentiment profond que c'est votre mission. Si vous étiez croyant, vous pourriez dire que cette mission vous a été confiée par Dieu. Mais à ma connaissance, ce n'est pas le cas. C'est donc un sentiment que vous portez au plus profond de vous-même. De plus, cet engagement n'est pas un engagement solitaire, mais le fruit d'un travail que vous avez toujours voulu collectif. J'ajouterai aussi qu'à côté de toutes vos actions visibles, il y a aussi celles que vous accomplissez dans la plus grande discrétion, l'aide que vous êtes toujours prêt à apporter à vos proches, à vos amis, aux membres de la communauté. Enfin, pour terminer, je dirais que vous n'avez pas de chance. On vous honore alors que vous êtes encore jeune, et donc il y a encore du boulot. De nombreux chantiers qui vous attendent. Mais de toute façon, avec ou sans titre de mensch, je sais que c'est ce que vous allez faire. Merci. Guy Wolf s'était déjà fait remarquer dans les auditoires de l'université de Liège, à tel point qu'un professeur de cette même université est devenu une des plumes du Jewish Post, cette autre revue juive concurrente de regard, ou plutôt complémentaire de regard, puisque c'est toujours avec plaisir et intérêt que nous lisons le Jewish Post. J'appelle Pierre Gotto, professeur émérite à l'université de Liège. Les séances académiques ne m'ont jamais beaucoup plu. J'ai même passé une longue vie dans l'université à les fuir. Et j'y suis parvenu, presque pour toutes. Il a donc fallu que j'arrive au grand âge qui est le mien pour que je participe à celle-ci, à y accourir. J'ai bien dit y accourir, animé par le plaisir,
et le désir d'exprimer à Marc et à Guy une immense reconnaissance. La photo de Guy, souriant de toutes ses dents, à côté de Marc, qu'on pouvait admirer au haut de la page du numéro de Regard qui annonçait que le titre de Mensch leur était attribué, a fait sur moi l'effet d'une espèce de zoom. Elle a fait surgir dans ma mémoire le visage d'un jeune étudiant de plus ou moins 18 ans dans un amphi composé à l'époque de plus ou moins 150 à 200 étudiants. Dans une telle masse, on ne distingue pas facilement un visage. Et cependant, je me souviens bien du visage de Guy, souriant, et probablement même, cela me l'avait fait repérer, bavardant. Je connaissais son nom, et j'avais appris, je ne sais plus comment, mais je l'avais appris, qu'il était plutôt sioniste. Je ne sais plus comment, j'ai cherché sans le retrouver. Et ce visage m'a donné du courage. Du courage pour expliquer dans un cours de droit comparé général que je faisais à l'époque, à des potaches qui n'avaient probablement pas nécessairement très envie d'apprendre le caractère unique et quasi miraculeux du système juridique israélien, que ce système faisait exister à la fois la loi de la Bible et du Talmud, avec la tradition juridique romano-germanique qu'apportaient les Ashkénazes, fondateurs de l'État, et finalement le common law qu'avaient introduit par la puissance britannique les mandataires pendant la période du mandat. Cela se passait en 1975. 30 années ont passé, et bien des événements heureux ou terribles, vous savez à quoi je pense, sont passés avant que j'aie la chance de retrouver Guy par une de ces prouesses de l'art managérial qui est le sien. J'ai profité du pouvoir stimulant qu'il détient. Il avait appris que je m'intéressais à l'époque, que je m'intéresse toujours d'ailleurs, à l'antisémitisme d'André Gide. Et il me proposa d'écrire sur ce sujet dans le Jewish Post liégeois, qui est, on vient de vous le dire, l'organe du foyer culturel juif. C'est de ce versant-là de l'activité de Guy que je voudrais vous dire ce soir quelques mots. Dans chaque numéro, Guy écrit l'éditorial. Tantôt, il y commente des événements très locaux. Plus souvent, il parle d'événements plus lointains, dont il révèle l'importance capitale. Un exemple, la Syrie. Alors que personne n'en parle encore, qui dénonce précisément ce silence quasi général sur cette guerre civile entre musulmans pour s'interroger précisément sur les raisons de ce curieux silence. Qu'on relise un jour la suite des éditoriaux de Guy. On y trouvera beaucoup d'éléments intéressants pour connaître l'état de l'opinion en Belgique et à Liège en particulier à propos des Juifs et d'Israël dans les premières années du XXIe siècle. Je voudrais m'arrêter encore un instant sur cette activité de Guy directeur, rédacteur en chef, metteur en page du JP, comme nous disons. Il convient pour comprendre que je m'arrête sur un mot, le verbe ordonner. Il a au moins deux sens, encore beaucoup plus, mais voici les deux premiers. Le premier, c'est ranger, ajuster, organiser. Le second, c'est enjoindre, adjurer, commander, donner des ordres.
Cette distinction sur le verbe ordonner permet facilement de décrire le rôle de Guy. Il pratique admirablement le premier sens. Il ignore superbement le second. Il organise tout. Le rythme de la publication, l'équilibre des sujets, la mise en page. Il ordonne donc tout, sans jamais rien ordonner. Lorsque nous nous réunissons chez lui, lorsqu'il nous réunit chez lui, il nous place autour d'une grande table où il a posé des friandises diverses, au chocolat, sans chocolat, des boissons délicieuses, chaudes ou froides, du vin, de l'eau, du thé, rouge ou plus classique. Et il passe alors en revue, page par page, le schéma classique où chacun de nous retrouve, sans tout identique, dans tous les numéros. Il amorce ainsi une conversation où chacun trouve une place. Elle est tout à fait débridée, elle est faite de joyeux lazzi, souvent très intéressants, toujours très amusants, mais presque toujours très éloignés des sujets qui seront repris dans la revue. Et finalement, lorsque nous nous sommes ainsi tous bien amusés, Guy prend la parole pour faire la synthèse des conversations et fixer la date à laquelle les manuscrits doivent rentrer. Chacun sait ce qu'il lui reste à faire. Ainsi s'est fait de réunion en réunion la conception des JP depuis que j'y participe. Et ce n'est pas tout. Guy, pendant cette longue conversation, en y prenant part, muni d'un joli stylo Montblanc, prend des notes qui lui permettront de dresser un procès-verbal que chacun de nous recevra. Un jour, peut-être, le recueil de ses comptes rendus, où se déploie le talent littéraire de Guy, son sens de l'humour, sa causticité. Eh bien, ce recueil pourra constituer un numéro spécial du JP. Et la méthode consistant à ordonner sans commander est aussi celle que Guy déploie à une toute autre échelle dans ses fonctions de président du foyer culturel du Quai Marcellis. Là encore, il ajuste, il agence toutes sortes d'actions, plus ou moins publiques et privées, parfois avec d'autres organisations avec lesquelles il est relativement difficile de s'entendre. Cela donne un résultat prodigieux. On en a déjà parlé. À portée de crachat fut un spectacle sans précédent et qui n'aura aucun suivant, tellement il était extraordinaire. Les expositions au Grand Musée de Liège, chacun en a le souvenir, on vient d'en parler aussi. L'inauguration de la stèle d'Albert Vandenberg, dont Guy avait fait l'éloge quand il a occupé le rôle d'orateur de rentrée à la conférence du jeune barreau de Liège. Tout cela me fait risquer une conjecture. Je la risque devant vous pour la première fois. Il y a un secret dans l'action de Guy. C'est une façon très particulière d'être et de penser pour agir, en agissant. En agissant, Guy fait attention à chacun. Il est persuadé qu'il est nécessaire de s'interroger sur le bonheur de chacun en particulier, qu'il faut être attentif au bonheur de chacun. Pourquoi ? Parce qu'il pense que le bonheur d'une communauté, si petite ou si large qu'elle soit, est la somme des bonheurs de chacun de ceux
qui la composent. Si d'aventure il apprend qu'un membre est en désarroi, c'est de celui-là qu'il s'occupe d'abord. Convenez-en, il n'est pas impossible que ce soit cette façon de concevoir une communauté et d'agir en elle, sur elle. C'est cette façon-là qui lui a mérité la distinction qui lui est ce soir solennellement remise et sur laquelle je pense qu'il vaut la peine que tous nous réfléchissions durablement en l'en remerciant. J'ai écrit en capitale ce dernier mot de mon petit discours. Merci. Lorsque j'ai eu l'occasion de rencontrer Jacques Bloch pour la première fois, et qu'il m'a un petit peu expliqué les particularités du judaïsme gantois, il a pris soin de préciser qu'il n'était pas religieux, pas pratiquant. Mais, il a ajouté ensuite, ça n'empêche pas d'être conscient de l'importance de la tradition religieuse dans le judaïsme. Il y a donc un homme qui, pendant de nombreuses années, a exercé les fonctions de ministre officiant à la synagogue de Gand. Il s'agit d'Élie Monsonego. Les Bruxellois le connaissent bien, puisqu'il a dispensé le cours de religion juive au lycée d'Aschbeek de Bruxelles, cette troisième école juive de Bruxelles, par le nombre de juifs qu'il a fréquenté. Il n'est pas parmi nous ce soir, mais il a tenu malgré tout à adresser quelques mots à Eliane Sperling et à Jacques Bloch. Mesdames, Messieurs, chère Eliane, cher Jacques, la première année où j'ai dirigé les offices de Rosh Hashanah et de Yom Kippour à Gand, je me suis dit qu'il n'y avait aucun avenir à cette communauté. Dans quelques années, elle disparaîtra. La réalité a montré que je m'étais tout à fait trompé, car je ne connaissais pas ses dirigeants. On ne peut pas imaginer le judaïsme gantois sans ces deux personnalités qui travaillent toujours ensemble et qui ne ménagent aucun effort pour maintenir en vie cette communauté. Pendant des années, les offices se déroulaient dans un endroit fixe. Mais une fois qu'il n'était plus disponible, on a dû trouver un autre. Et c'est Eliane, aidée par les membres de la communauté, qui s'occupe chaque année de l'aménager. Ce qui n'est pas chose facile. L'office de Rosh Hashanah était suivi d'un repas communautaire qui se déroulait chez Jacques dans son restaurant. Tout le monde était le bienvenu. Permettez-moi ici de rappeler la mémoire de Christiane, femme de Jacques. Son nom est synonyme d'accueil, gentillesse et hospitalité. Toute sa vie, son désir primordial était de satisfaire tout le monde. La célébration des offices n'était qu'une des activités. Pendant toute l'année, on se réunissait soit pour un Shabbat, soit pour une fête. Mais Eliane voulait que la communauté vive non seulement pour des fêtes, mais aussi pour d'autres occasions. C'est pour cela qu'elle a créé un cercle d'études ouvert à tout public désirant suivre des cours de Bible et à toute personne voulant améliorer les connaissances de l'hébreu. Là aussi, permettez-moi de rappeler la mémoire d'Yitzhak, le mari d'Eliane,
qui a joué un très grand rôle dans l'organisation de ces cours. L'étude de l'ivrite avait une grande importance pour lui. Non seulement il l'enseignait, mais il transmettait aussi l'amour de la langue. La communauté de Gand est petite par le nombre, mais grande par ses activités. Tout cela grâce à Jacques et Eliane. Vous êtes tous les deux engagés dans l'action dans le sens noble du terme. Au-delà de votre personnalité, vous êtes devenus le symbole du judaïsme de Gand, humaniste, attentif et chaleureux. C'est avec le cœur lourd que j'ai renoncé à mon poste. Je ne trouve pas de mots pour exprimer ma reconnaissance et mes sentiments. Je vous dis tout simplement merci. Merci pour tout ce que vous faites pour la communauté. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi pendant des années. Jacques et Eliane, je peux vous dire que les liens qui se sont créés ne seront jamais interrompus. La communauté restera toujours gravée dans ma mémoire. Que puis-je vous souhaiter? Mes vœux, je les emprunterai au roi poète David. Que l'Éternel vous garde de tout mal. Puisse-t-il vous accorder ce que votre cœur désire et accomplir tous vos vœux. Que la paix règne dans vos demeures. Au nom de mes frères et de mes sœurs, je vous accorde tous mes vœux de bonheur. Comme cela a été précisé pour Liège, le judaïsme à Gand s'exprime collectivement. Mais en raison de sa petite taille, cette communauté est également très participative, et en tout cas beaucoup plus participative qu'à Bruxelles. Freddy Kouliashko préside aujourd'hui la communauté juive de Gand. Et il faut aussi souligner que si Gand comptait une synagogue, c'était aussi et surtout grâce à lui. Je lui cède la parole. Eliane et Jacques, chers amis, beste vrienden. Lire 3 pages dans le regard, Mensch 2010, 2012 déjà. Nicolas Sommerstein a eu certainement, je le pense, l'embarras du choix. Il y a en effet beaucoup à raconter au sujet du tandem Bloch-Levin en ordre alfabetiek. U moet weten dat ik zelf vanuit Antwerpen in Gent ben beland. Dit via mijn studies en mijn job aan de universiteit. Gelokaliseerd ergens in het begin van de jaren 60 sleepte mij men mee naar de Sjoe om mee te kunnen zorgen voor de minyan. En daar bevond zich de familie Kotek, niet waar, Joël? Daar waren Eliane en Itzhak Sperling. De Zesdaagse Oorlog in 1967 overtuigde Jacques Bloch om zich ook bij de gemeenschap aan te sluiten. Sindsdien zijn de activiteiten binnen die gemeenschap niet gestopt. Wekelijkse lessen ivriet, bijbellessen, feesten bij Eliane Sperling thuis, bij Jacques Bloch in de patisserie en, als het moest, in gehuurde zalen in diverse lokalen. Mais je me suis promis de ne pas parler longuement. Permettez-moi donc de seulement mettre l'accent sur leurs activités pas liées directement aux fêtes juives, mais tout aussi importantes. Du côté de Jacques, je pense à son engagement pour les Juifs de Russie, ça a été dit déjà,
son acharnement pour que l'université de la ville et la ville de Gand assument leur devoir en ce qui concerne la mémoire des Juifs gantois disparus pendant la guerre. Du côté d'Eliane, je pense surtout à son engagement pour les malades de la communauté et vers ceux qui sont venus d'Israël pour recevoir des soins médicaux, soit à Alost, soit à Gand, et ceci pendant de très nombreuses années. Au nom de la communauté de Gand, Eliane et Jacques, je vous remercie chaudement. Merci. Les communautés juives de Liège et Gand ont en commun d'avoir noué à travers les années d'excellentes relations avec les autorités politiques de leur ville. En ce qui concerne Liège, et donc Moshe et Guy Wolf, ces relations ne se sont pas limitées à de simples rendez-vous protocolaires. Quelque chose de plus profond s'est créé. Willy de Meyer, bourgmestre de Liège, et Didier Renders, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, ont tenu à témoigner. Ils sont tous les deux retenus par des obligations politiques. C'est pourquoi nous projetterons également une vidéo de leur témoignage. Voilà, donc je suis désolé de ne pas pouvoir être des vôtres pour cette importante cérémonie, mais je voudrais dire combien le choix qui est porté me semble judicieux. Et judicieux pour plusieurs raisons. Tout d'abord pour l'implication citoyenne à Liège de la famille Wolf et des frères Guy et Marc Wolf. Ensuite, pour leur combat pour les valeurs qui sont les leurs et qui sont les valeurs de la population liégeoise en général d'ailleurs, la liberté d'expression, le respect de l'autre et la manière dont ils ont mené ce combat à travers un certain nombre de dossiers. Donc je pense à ce que nous avons fait dans le cadre du devoir de mémoire en général et du devoir de mémoire à Liège plus particulièrement. Donc à cet égard, j'ai un souci particulier pour honorer le travail fait avec d'autres d'ailleurs pour faire en sorte que ce qui s'est passé à Liège durant la Deuxième Guerre mondiale relativement à la communauté juive de Liège ne soit pas oublié et soit mis de la meilleure manière en lumière. Et sans les frères Wolf, et d'autres évidemment, mais sans les frères Wolf, cela aurait été impossible. Et enfin, ce qui me semble important, c'est que ce combat qui touche au départ une communauté parmi d'autres à Liège a été porté par les frères Wolf dans une réflexion beaucoup plus universelle. Et c'est ça qui est extrêmement important. Et puis enfin, c'est clair que c'est toujours un grand plaisir de les rencontrer à des réunions, de les rencontrer à Liège. Et je voudrais ici saluer le choix qui a été fait et féliciter les membres du jury. Bonjour, j'aurais beaucoup aimé être parmi vous aujourd'hui, mais malheureusement mes obligations me retiennent assez loin de la Belgique. Et dès lors, j'ai souhaité vous dire quelques mots parce que je suis très heureux que l'on puisse célébrer Guy et Marc Wolf comme Mensch de l'année. Je pense que je connais Guy depuis bientôt 35 ans à travers l'université et puis des contacts qui se sont échelonnés au fil du temps, et j'ai appris à connaître aussi par la suite Marc dans des contacts très divers, essentiellement à Liège. Alors, on s'est rencontrés sur le plan professionnel, on s'est rencontrés amicalement, beaucoup aussi à travers Jean Goll, qui m'avait mis en contact avec d'autres acteurs de la communauté juive, et puis plus récemment, nous avons mené des opérations ensemble, que ce soit à Liège ou ailleurs, que ce soit d'ailleurs lié à la communauté ou non. Et je voudrais surtout dire que je pense que c'est une très bonne chose de les honorer tous les deux, d'abord parce qu'ils jouent un rôle très actif en région liégeoise et bien au-delà pour aider,
soutenir et parfois aussi procéder à des commémorations au nom de la communauté juive. Mais c'est surtout très important de s'adresser à des personnes comme Guy et Marc parce que leur action est souvent une action discrète, une action un peu réservée, mais une action très forte et une action qui est liée à une très grande fidélité au fil du temps. Je sais que quand ils frappent à ma porte ou à la porte de quelqu'un d'autre, c'est qu'il y a quelque chose d'important, donc la porte s'ouvre tout de suite. Et je crois que c'est vrai pour beaucoup de personnes qui ont eu affaire à eux. Alors voilà, je voudrais leur dire aussi, tant à Guy qu'à Marc, que je suis très fier de les connaître et très heureux de voir qu'on puisse aujourd'hui commémorer finalement leur action, qui a comme fil conducteur, et je crois que c'est très heureux aussi, Ce qu'on a pu dire auparavant pour la communauté de Liège et les frères Wolf, en ce qui concerne les liens avec les autorités politiques de leur ville, vaut également pour Gand, Jacques Bloch et Eliane Sperling. Frank Beek a été bourgmestre de Gand entre 1995 et 2006, et c'est également sous son majorat que fut érigé le monument en mémoire des déportés juifs de Gand, le monument Michael Lustig. Je lui cède la parole. Mesdames et messieurs, pour moi c'est un honneur, mais c'est aussi un grand plaisir de pouvoir brièvement prendre la parole à cette occasion. Évidemment, ça n'arrive pas souvent qu'on puisse célébrer deux concitoyens comme Eliane Sperling et Jacques Bloch, qui se sont tant engagés pour rendre notre société plus humaine et plus tolérante. D'autres parleront, on a déjà parlé de leurs mérites dans ce domaine, qui ne sont pas seulement incontestés, mais qui sont aussi inestimables. Mais comme ancien bourgmestre de la ville de Gand, je veux quand même porter témoignage de l'importance d'une politique multiculturelle voor la vie sociale. Dames en heren, het is de essentie van de steden dat ze van oudsher plekken zijn van diversiteit, verdraagzaamheid, creativiteit en cultuur. Nogal wat mensen vrezen dat we dus onze identiteit zouden opgeven en ze hebben schrik. Schrik voor de toestroom naar onze steden van mensen uit alle hoeken van de wereld. En dat leidt soms tot onzekerheid, ook tot onbehagen. En dat onbehagen wordt soms wrang vertaald in slagzinnen als aanpassen of oprotten. Waarbij men dus schijnbaar moeiteloos voorbij gaat aan het recht dat elkeen heeft om zijn identiteit te behouden. Mesdames et messieurs, étant socialiste et libre penseur, j'ai toujours souligné l'importance d'une activité politique caractérisée par le respect de la diversité et par l'émancipation culturelle. C'est pour ça que j'ai défendu avec conviction le droit de chacun de vivre sa propre vie. Évidemment, la liberté de l'un est limitée par la liberté de l'autre. Et du moment qu'on respecte ce droit fondamental, à mon avis, tout le reste est superflu. Dames en heren, de stad is een plek van heterogeniteit en het is onze grootste opdracht in deze dat we actief moeten leren omgaan met de diversiteit. Daarom is louter aanvaarden, tolereren niet voldoende. Zoals de fantastische Nederlandse auteur Arthur Jampin schrijft in een schitterend gebrek, is tolerantie iets anders dan acceptatie. Tolerantie is zelfs eerder het tegenovergestelde en, zoals hij het uitdrukt, een slim middel tot onderdrukking. Ik wil hem graag even uitvoerig citeren. Iemand die als gelijke aanneemt, van maar weer onvoorwaardelijk, voor eens en altijd. Maar door iemand te laten weten dat je hem verdraagt, suggereer je in dezelfde adem dat hij eigenlijk een last is, als een zeurende pijn of een onaangename stank, waarover je bereid bent tijdelijk heen te stappen. Onder tolerantie schuilt dreiging. De stemming kan ieder moment omslaan. Einde citaat. La meilleure façon d'atteindre le but de l'interculturalité, c'est d'établir une politique culturelle inclusive. La culture est tellement importante pour une société locale. La culture ne va certainement pas changer le monde, mais elle peut nous ouvrir les yeux, nous faire connaître l'inconnu. Une des raisons principales pour lesquelles j'ai tout de suite consenti avec la réalisation du moment commémorant l'Holocauste est précisément que par ce merveilleux œuvre d'art, situé dans un tout petit parc ravissant, les gens sont confrontés directement avec des faits historiques, des faits cruels, mais tellement inconnus. En effet, trop peu de gens connaissent encore le sort misérable des Juifs gantois pendant l'occupation nazie. Même le nom du rabbin Michael Lustig,
qui habitait tout près était presque oublié. Je suis content et je suis fier qu'aujourd'hui ce monument sert comme un vrai lieu de mémoire. Inderdaad, dames en heren, stadsbestuurders creëren best de platformen waarop mensen elkaar met een open geest kunnen ontmoeten. De overheid moet hen helpen in de omgang met verscheidenheid. En dat is voor mij de voornaamste reden waarom we discriminatie moeten bestrijden. We zullen daar allemaal samen moeten voor inspannen. En daarom ben ik bijzonder verheugd met de erkenning die Jan Sperling en Jacques Blok hier vandaag te beurt valt. Zij hebben zich vanuit het besef van de waarde van hun Joodse identiteit met hart en ziel voor een warme en een open samenleving ingezet. In een tijd waarin het etnocentrisme meer en meer de kop opsteekt, is dat een ongelooflijk grote verdienste. Vandaar ook mijn welgemeende felicitaties aan Jan Sperling en Jacques Blok, al vanzelfsprekend ook aan de heer Loof. Bedankt. Karim Temmerman est député socialiste à la Chambre, il est également chef de groupe social du SPA à la Chambre. Il connaît bien la communauté juive de Gand, et si je ne m'abuse, s'il connaît également les danses israéliennes, c'est grâce à Jacques Blok et à Jan Sperling. Bonsoir, mesdames et messieurs. Goedenavond, dames en heren. Toen Alain, de zoon van Jacques, mij vroeg of ik hier op deze gelegenheid een aantal woorden wou zeggen, heb ik dadelijk aanvaard, maar toch wel met zeer grote schroom. Zeer grote schroom, omdat de beide Gentenaars die vandaag worden gevierd, Jacques Blok en mevrouw Sperling, jammer genoeg ken ik de heren Wolf niet, maar misschien komt dat nog. Maar dit zijn beiden twee monumenten in Gent. De heer Jacques Blok is natuurlijk in de eerste plaats de pâtissier van de Veldstraat. De pâtissier waar we allemaal ongelooflijk lekkere broden hebben gegeten en ongelooflijk lekkere koeken. Jammer genoeg is de patisserie dicht, maar iedere keer als ik er passeer, dan proef ik ze nog, Jacques. Proef ik ze nog. Die lekkere bollen, de appelbollen, de appelbeignets, de kaastaarten. Heerlijk, heerlijk waren die. Maar, beste vrienden, de patisserie was veel meer dan dat. De patisserie was een ontmoetingsplek. Was een ontmoetingsplek voor verschillende Joden uit de stad, maar was ook een plek waar je bijvoorbeeld kaarsen van Amnesty International kon kopen, waar je Israëlische producten kon kopen, waar af en toe op de etalage politieke boodschappen hingen, voor de Joden die uit de USSR of uit andere landen in de wereld weg moesten en niet konden. Of heel af en toe, en we hebben het daar straks ook gezien in de montage, werd er dan eens een Jodenster op de patisserie geschilderd. Of schreef men Jood, waar, en u hebt het zelf gezien, dan onmiddellijk onder verscheen en vier. Maar dat was ook de patisserie. En dat was ook Jacques Blok. De ontmoetingsplaats. De ontmoetingsplaats niet alleen voor Joden, maar ook voor niet-Joden. Niet-Joden zoals ik. En hier is een raar verhaal. Ik heb eigenlijk de familie Blok leren kennen via hun zoon, Benjamin. Benjamin zat in mijn klas. En bij ons thuis, ik ben een kind van twee mensen, twee socialisten, laten we zeggen socialisten uit het verleden, maar socialisten die geboren zijn voor de Wereldoorlog en die altijd heel erg begaan geweest zijn met onderdrukking. En het Joodse volk was voor hen een volk dat altijd moest gerespecteerd worden. Want het Joodse volk had zoveel geleden in de Tweede Wereldoorlog. En mijn zus en ik zijn in die zin ook opgevoed. En toen Benjamin in onze klas zat, dan wou ik hem daarover spreken. Wou ik hem vragen, wat betekent dat voor hem? Maar Benjamin was zeer gesloten, een heel slimme jongen. En ik was een zeer rebels meisje op dat moment. Dus het enige wat ons bond was misschien de fascinatie voor het Jodendom, maar veel meer niet. Maar mijn moeder was op dat ogenblik bezig met Israëlische muziek, Joodse muziek en Joodse dansen.
En ze zei, ja, je moet toch eens aan die jongen vragen of zij thuis geen muziek hebben die we zouden kunnen gebruiken. En zo heb ik het aan Benjamin gevraagd. En onmiddellijk werden we uitgenodigd bij de familie Blok thuis om de muziek te gaan beluisteren. Mijn moeder koos verschillende liederen. We mochten die onmiddellijk meenemen naar huis. En mijn moeder heeft daar verschillende choreografieën opgemaakt. Maar dan kwam het volgende. Dan vroeg meneer Blok, ja, jullie kennen nu die dansen. Jullie hebben een kleine dansgroep. Zouden jullie bij ons de feesten niet willen opluisteren met de Israëlische dansen? En ik moet zeggen, binnen de groep was er daar nog veel meer schroom. Want ja, wij kenden die dansen van niet-Joden. Wij hadden wat schrik. Wat zal dat geven als we dan in de Joodse gemeenschap deze dansen gaan demonstreren? Maar na de eerste keer werden we gewaar dat we heel warm onthaald werden. En zo heb ik de kleine, maar zeer warme Joodse gemeenschap leren kennen in Gent. Die kleine gemeenschap waar de familie Blok en Jacques Blok in het bijzonder toch wel de speelfiguur van was. Na mijn humaniora ben ik voor 3 maanden vertrokken naar Israël, naar de kibbutz, om, zoals hier al straks gezegd werd, het echte socialisme te leren kennen. Ik ben voor 3 maanden vertrokken en ik ben een jaar gebleven. Geen commentaar. En ik ben teruggekomen. Ik ben vertrokken met een zeer wit-zwart beeld over Israël. Ik was 17, Palestina, de Palestijnen, onderdrukking. Ja, dat was iets wat toch wel heel erg leefde. Maar door daar de situatie mee te maken, ben ik heel genuanceerd teruggekomen. En ook dit kenmerkt Jacques Blok en ook mevrouw Sperling enorm. Is het genuanceerd kunnen denken. De eigen opinie hebben, maar toch genuanceerd kunnen denken over een moeilijk probleem. Ik ben daarna, mevrouw Sperling, u zal het waarschijnlijk niet meer weten, maar ik ben daarna toch enkele keren bij u Hebreeuwse les komen volgen. Ik ken er jammer genoeg nog zeer weinig van. Ik denk een liedje en ik kan mijn naam, mijn voornaam nog in het Hebreeuws schrijven, maar meer is het niet. Maar het waren voor mij echt memorabele momenten. En wat mij altijd zal bijblijven is de warmte. De warmte waar verschillende, want ik was zeker niet de enige niet-Joodse, maar de warmte waarmee wij toch onthaald werden, zonder vragen. En waar discussie altijd mogelijk was, in een grote openheid. Ook bij meneer Blok, maar met altijd een zeer groot rechtvaardigheidsgevoel. Een rechtvaardigheidsgevoel dat mensen naast elkaar en met elkaar moeten kunnen leven. Maar vooral in respect voor elkaar. En zolang het respect er is, kan er geen probleem zijn. En daar onder leiding van deze 2 mensen toch een heel groot voorbeeld gegeven. Geschiedenis. Geschiedenis, dames en heren. Wie zijn geschiedenis niet kent, is gedoemd om ze te herhalen. Ik was onmiddellijk akkoord en we gingen op zoek naar een plek. En uiteindelijk, Jacques, ik weet, misschien herinnert u nog, er zijn verschillende plekken geweest, maar niets was voor jullie goed. Het moest de juiste plek zijn. Het moest de juiste plek zijn en het moest vooral een plek zijn die symbolisch was voor het gebeuren, maar die ook wel refereerde naar het verleden. En uiteindelijk is dan de keuze gevallen op een heel klein parkje aan de Lindelei. Een parkje in de omgeving van de woonst van Michael Lustig. En elk jaar wordt daar nu, onder leiding van meneer Culiasco trouwens, de herinnering aan de Kristalnacht gehouden. Ik ben bijna elk jaar, ik denk dat ik het 1 keer gemist heb, maar ik ben bijna elk jaar van de partij. En wat daar ook weer zo ontroerend is, het is een kleine plechtigheid. Maar het is een plechtigheid die iedere keer opnieuw kippenvel doet krijgen. Waarom? Omdat men aantoont dat mensen naast elkaar, met elkaar moeten kunnen leven. En dat de Joodse gemeenschap, zeker in Gent, maar op zoveel plekken in de wereld, dit altijd geprobeerd heeft. Maar soms tot scha en schande moeten ervaren heeft dat ze toch nog werden vervolgd. Waarom? Gewoon om het Joods zijn. En we mogen die geschiedenis niet vergeten. En ik hoop dat deze plechtigheid nog lang zal kunnen doorgaan. Hoe klein ze ook is,
Ze blijft belangrijk en ze blijft zeer symbolisch. En deze zaken, het samenleven, het investeren in een gemeenschap, het respect hebben voor de anderen en het kunnen leven met de anderen, ik denk dat dit de voornaamste zaken zijn die mevrouw Sperling en meneer Blok typeren. En zoals Frank daar juist zei, ik ben dan ook zeer fier als Gentenaar, ten eerste dat ik hier het woord mag nemen, maar vooral dat deze twee mensen hier ook herdacht worden. Dank u wel.